Bonjour, Bonjour. bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc heureux de pouvoir vous présenter ce matin le dernier produit né de PPG. Donc à mes côtés, Grégory Bertrand, qui est l'un des gérants de ce fonds, à qui je vais passer la parole. Bonjour à tous. Voilà, j'ai le plaisir d'être gérant d'un fonds d'hôtellerie et de promotion immobilière parisien et donc de m'occuper également de ce nouveau fonds avec le reste de l'équipe. Ce véhicule qu'on va vous présenter est un FCPR qui est dédié à des opérations de marchand de biens, promotion immobilière et opérations de capital investissement au sens un tout petit peu plus large, mais toujours lié au secteur de l'immobilier. Nous allons, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va rapidement présenter la société de gestion. Grégory, si tu peux faire peut-être avancer la présentation. Voilà. Passage. Donc, je fais partie, Gérard Couteau, je m'occupe de toute la partie développement de la société de gestion. J'ai le plaisir de faire partie des associés fondateurs. C'est une société de gestion qui a été créée en 2015, qui s'est lancée opérationnellement en 2016, qui aujourd'hui gère environ 750 millions d'actifs sous gestion à travers différents véhicules d'investissement. Actuellement, ce sont des véhicules d'investissement réservés à une clientèle professionnelle ou avertie selon le vocable utilisé, donc à partir de 100 000 euros. Et depuis cette année, une extension d'agrément à la clientèle non professionnelle qui nous permet justement de lancer ce fonds commun de placement à risque. Qui se veut en fait, qui est un véhicule d'investissement grand public, qui va démarrer avec un seuil à partir de 25 000 euros de souscription. L'objectif de ce fonds, c'était de pouvoir faire bénéficier à la fois nos distributeurs et nos clients investisseurs d'une solution de diversification nettement inférieure à ce qu'on avait l'habitude de proposer, tout en gardant les standards, je dirais, de qualité, de service client, qui font la marque des produits PPG. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, si tu peux faire passer aussi ce slide. Voilà. Donc, je vais vous donner les grandes règles de ce fonds. Donc, d'abord, c'est ce qu'on appelle un fonds fermé. Donc avec une période de souscription qui va s'étaler sur une durée d'1 an environ, avec une collecte cible de 20 millions d'euros. On vous expliquera pourquoi en fait nous avons choisi cette collecte cible de 20 millions d'euros, qui sera ouvert donc à tout type de clients, donc également une clientèle non professionnelle. Et ça sera l'objectif, c'est d'en faire un véhicule de capitalisation, même si dans le cadre de la gestion, on ne peut jamais exclure d'avoir des distributions avant la fin de vie du fonds. Je te laisse parler des règles d'investissement. Oui, bien sûr. Les règles d'investissement, comme vous pouvez le lire, ce sont des règles qui sont propres aux dispositifs fiscaux qui seront offerts aux investisseurs. D'abord, le fonds sera éligible au remploi, le fameux article 150 0 BTR du Code général des impôts. Donc, à ce titre, le fonds sera investi à 75% au moins en titre de capital de société. Par ailleurs, plus de 50% des actifs seront des titres de société à l'IS qui exercent une activité commerciale. Ça veut dire qu'il sera majoritairement sur des opérations commerciales de type marchand de biens ou capital investissement, et donc minoritairement sur des opérations de promotion immobilière pour pouvoir faire bénéficier aux investisseurs du quota fiscal. Le 165 B du CGI et donc l'exonération d'impôt sur le revenu pour les porteurs de parts personnes physiques. Quelques mots sur la stratégie d'investissement. On vous en a parlé. Donc, il y a ces quatre piliers du fonds seront le portage foncier et le marchand de biens. On les distingue. Juridiquement, il s'agit dans les deux cas d'opérations dites de marchand de biens. Le portage foncier, on va y revenir, est un peu plus spécifique. Donc, on y consacre un petit développement juste après. Il y aura un peu de promotion immobilière, comme on l'a dit, et enfin des opérations de capital investissement, prise de participation donc dans des sociétés qui sont liées au secteur de l'immobilier.
les modalités d'investissement, elles sont très classiques. Les investisseurs donc, détiendront des parts A, B ou I selon la catégorie. Tu pourras peut-être y revenir. L'équipe de gestion auront des parts de Caride et le FCPR détiendra donc des participations sous la forme de filiales qui porteront la dette le cas échéant et qui seront à chaque fois indépendantes et dédiées à des opérations spécifiques. On distingue sur ce schéma les 4 grandes catégories d'opérations dont on parlait tout à l'heure et la durée cible qui sont des durées estimées et assez classiques. Alors si tu peux me permettre une petite réflexion complémentaire sur la dette bancaire, il n'est pas prévu en dehors de ce que le règlement autorise de mettre de la dette bancaire dans le véhicule lui-même, dans le FCPR lui-même. Concernant les opérations, pour illustrer ce que vient de dire Grégory, sur les opérations de portage foncier, on estime que le niveau de dette qui peut être mise selon les opérations va de 70 à 75%, donc ce qui signifie des fonds propres à hauteur de 25% minimum. Et les opérations marchand de biens, évidemment, tout dépend des caractéristiques des opérations de marchand de biens, et c'est ce qui permet, notamment en fonction d'une sortie préidentifiée, d'une durée d'opération, etc., d'aller chercher un peu de levier bancaire auprès des banques. Là, on estime plutôt que le levier bancaire sur ce type d'opération est plutôt de l'ordre de 50% maximum. Là où, sur la promotion immobilière, on imagine plutôt y aller dans le cadre d'instruments de type obligations convertibles. Donc là, évidemment, pas nécessairement de la dette dans les SPV sur ce type d'opération. Et le capital investissement, là aussi, tout dépendra des caractéristiques des opérations sous-jacentes qui permettront ou pas de mettre un petit peu de levier bancaire. Donc, pour résumer, le levier bancaire, en fait, sera utilisé dès lors que nous jugerons qu'il est pertinent et que d'autre part, les banques, puisque c'est bien le sujet du moment pour tous les opérateurs immobiliers, que les banques nous accorderont ou pas des lignes de crédit. En tout état de cause, en général, ce sont des lignes de crédit qui sont faites sur des durées relativement courtes, puisqu'on parle plutôt de lignes de crédit de l'ordre de 3 ans en général. Un petit focus sur chacune des briques. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais à l'origine, ce FCPR était créé pour saisir des opportunités qu'on voyait passer, que PPG voyait passer au travers de ces différentes relations, notamment opérations, etc. Et donc le FCPR a été créé pour précisément pouvoir offrir aux investisseurs qui nous connaissent et aux nouveaux des opérations qu'auparavant nous ne pouvions pas saisir, faute d'instruments, faute de véhicules d'investissement adaptés. Donc, un des cas et une des premières typologies, c'est le portage foncier. Il s'agit donc d'acquérir des immeubles ou des emprises foncières vierges de permis de construire en vue de l'obtention de ce permis et de la revente à la découpe, notamment dans le cadre de programmes fiscaux de type Malraux, Monuments historiques, éventuellement du déficit foncier. C'est des opérations qu'on ne ferait évidemment qu'en partenariat avec un professionnel reconnu du secteur, qui a, en l'occurrence qu'on connaît bien, qui a plus de 10 ans d'expérience en la matière, et grâce auquel on pourrait monter sur des opérations que lui gérerait, tout en étant lui-même, ce partenaire, investi au capital des projets. Donc, on serait vraiment partenaire dans un sens capitalistique du terme, et ce qui nous permettrait donc pour lui d'alléger sa quote-part de fonds propres à investir sur chaque opération, et pour nous de pouvoir donc monter sur des opérations dont le TRI cible, il est de l'ordre de 20%, pour des durées qui sont généralement d'1 an, parfois un peu plus, mais des opérations relativement courtes. Ce portage foncier, il ne devrait pas composer plus de 50% de l'actif du FCPR, et donc, il fait partie des opérations qu'on a déjà identifiées. Le partenariat est en train d'être noué au moment où on vous parle, avec déjà un premier projet d'opération qui se situe à Reims. Voilà. Alors peut-être pour illustrer et compléter ce que vient de dire Grégory, sur la partie portage foncier,
Aujourd'hui, vous connaissez à minima de nom des opérateurs comme Nexity, Valeurs et Patrimoine, le groupe CIR, Histoire et Patrimoine, qui proposent à des investisseurs, via des réseaux en général de distribution ou bancaire, banque privée ou de type conseiller gestion de patrimoine, des programmes de type Malraux, monument historique. Et donc, en général, on est sur des opérations qui sont limitées en termes de lot. Donc, les opérations qui sont visées sur ce secteur-là sont des opérations qui mobilisent des quotités de fonds propres, je dirais, qui vont, alors à minima, ce qu'on s'est dit, c'est à partir de 500 000 euros pour le FCPR, c'est-à-dire que c'est le seuil en dessous duquel nous n'investirons pas d'argent, 500 000 euros, et pour toutes les raisons, notamment de dispersion des risques, de ratio d'emprise que Grégory va vous expliquer tout à l'heure, on estime qu'on n'ira pas au-delà de 2 millions d'euros de quantité de fonds propres par opération. Voilà. Donc, le portage foncier, en fait, il faut avoir en tête qu'on s'adosse en général sur des immobiliers construits, sur un immeuble construit, ce qui veut aussi dire que derrière, eh bien, on a moins de risques de refus de permis de construire que sur des opérations dites de construction sur des terrains nus. Voilà, donc il y a une atténuation du risque. Et puis, en général, l'opérateur qui se tourne vers le porteur foncier pour que lui se titre en lieu et place de l'opérateur immobilier, le rôle du porteur foncier va être évidemment d'étudier la faisabilité de cette opération, sa commercialisation, pour pouvoir faire, je dirais, tourner les fonds propres le plus rapidement possible. Voilà. Donc, le niveau de marge attendu sur ce type d'opération est moins élevé que sur des opérations marchand de biens classiques, mais le niveau de risque en parallèle est estimé comme lui étant également moins élevé. Voilà. Voilà, le premier exemple est illustré ici. On vous parlait de Reims il y a quelques instants. Voilà le type d'opération qu'on serait amené à faire, et en tout cas, voilà une opération qui correspond à une opération réelle, bien sûr, sur laquelle le FCPR est en train de contractualiser. Il s'agit donc d'un hôtel particulier qui va être rénové et découpé en 21 lots résidentiels, cédés dans un cadre, dans le dispositif fiscal des monuments historiques. Il y a également un commerce, une salle de spectacle, à vrai dire, qui est accolée à cet hôtel particulier et qui est également en cours de commercialisation. Quand nous investirons dans cette opération, eh bien, et c'est déjà le cas, le permis de construire sera purgé de tout recours. Le financement bancaire a d'ores et déjà été accordé. Et nous bénéficions en plus d'un contrat d'engagement de rachat des logements par le promoteur qui gère la rénovation elle-même des lots, à l'exception du commerce. Mais sinon, les 21 lots de logements seront, quoi qu'il arrive, revendus, et quitte à ce qu'il le soit, au promoteur lui-même, qui nous garantit la sortie. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous disait. Le TRI cible est de l'ordre de 20% si l'opération se réalise dans les 15 mois, ce qui devrait être le cas. Deuxième typologie, marchand de biens au sens un petit peu plus large. Bon, vous connaissez ça certainement très bien. Il s'agit tout simplement d'acquérir des immeubles, de faire éventuellement des opérations légères et de les revendre à la découpe ou en bloc. On est sur des opérations qui vont de 12 à 36 mois. Là aussi, il y aura un TRI plutôt de l'ordre de 20% et même un petit peu plus. C'est des opérations qui sont plus risquées, car il faut pouvoir bien sûr les acheter. Pour acheter bien des opérations, des immeubles comme ça, il faut les acheter parfois de manière très rapide, sans avoir un recours à la dette préalable, ou en tout cas de ne pas en faire une condition suspensive. Donc pour toutes ces raisons, les opérations de marchand de biens sont plus risquées. C'est aussi pour ça qu'on le fera toujours avec des partenaires, et des gens identifiés qui ont déjà fait des opérations de marchand de biens et qui seront également investisseurs. C'est très important pour nous de pouvoir ne pas être seul sur les opérations, et par ne pas être seul, j'entends être avec des professionnels, non pas d'autres fonds.
Voilà. Sur les secteurs qui sont visés, hein, sur les opérations de marchand de biens, on peut préciser que ça peut être aussi bien des opérations sur du résidentiel, sur des opérations mixtes, hein, résidentiel, tertiaire. On pense notamment à des immeubles sur lesquels il y aurait des pieds d'immeubles de type commerce. Mais ça peut être également du tertiaire. Hein. Aujourd'hui, on le voit à travers notre fonds d'investissement PPG Retail, qui est plutôt axé sur des actifs de périphérie de ville. Vous pouvez parfois avoir des bâtiments de 4000, 6000 mètres carrés, voire un petit peu plus grands, qui soient découpés et qui soient reloués à plusieurs enseignes. Puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de différentes réglementations, et en particulier la loi de lutte contre l'artificialisation des sols, on va de plus en plus vers un recyclage de l'immobilier. Hein. Je pense que tout le monde ça là en tête, mais ça vaut également pour une partie du tertiaire, notamment ce qu'on appelle les parcs d'activité. Donc, en fait, on a à la fois ce double deal flow, je dirais, à la fois sur la partie résidentielle avec des partenaires avec lesquels on pourra effectivement aller sur ce type de projet, et puis à la fois aussi avec un certain nombre d'opérateurs immobiliers qui nous apportent des dossiers qu'on a l'habitude de voir, qui sont pour partie loués parfois, ou partie sur lesquels il faut envisager des découpes, des déménagements de locataires, etc. Donc, ce type d'opérations pourront faire rentrer dans ce qu'on appelle la partie marchand de biens. La promotion immobilière, là aussi, ce sont des opérations très, très classiques. Hein. Il s'agit d'opérations de financement, d'opérations de promotion sous forme de fonds propres, obligations convertibles. On sera très attentif évidemment au taux de précommercialisation déterminé pour chaque opération. Tout secteur, avec peut-être pas mal d'opportunités déjà qui se présentent dans le secteur résidentiel, mais on a aussi des projets de surélévation ailleurs qu'à Paris, des opérations sur des commerces de retail, par exemple, qui peuvent être intéressantes. Si nous investissons dans des opérations de promotion, a priori, ce sera principalement sous la forme d'obligations convertibles. On aime bien ce genre de montage avec un TRI cible de l'ordre de 12%. On a vu que le taux des financements des promoteurs évoluait à la hausse ces derniers temps. L'inflation concerne aussi les financements sur ce type d'opération, malheureusement. Et donc, nous nous alignerons sur les opérations et sur le marché en la matière, dans une perspective d'environ 10% du portefeuille. Sous cette forme-là, je veux dire par là que la partie promotion immobilière, pour les raisons fiscales évoquées avant, ne devrait pas être très importante afin de permettre au fonds d'être éligible notamment au quota fiscal. Et puis, il y a également une dimension risque en fait, qui va limiter nos investissements dans ce type de secteur d'activité, puisque aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui rencontre des difficultés. Alors, tous les opérateurs, tous les promoteurs sont évidemment pas dans la même situation. Pour autant, en fait, on le sait, et ça, c'est aussi des échos qu'on a de la part de nos banques, c'est un secteur en fait qui est sous surveillance actuellement. Donc, on sera d'autant plus vigilant sur ce secteur de la promotion immobilière, des garanties qui seront accordées et d'une manière générale du cycle aussi, de la santé financière du promoteur, tous ces éléments d'analyse qui nous permettront de nous positionner ou pas sur ce type d'opération. Capital investissement, enfin, là, il s'agit donc, comme on disait tout à l'heure, de prise de participation minoritaire dans des opérateurs type immobilier, type hôtelier aussi, à l'instar du FPCI qui a déjà été créé par PPG et qui est en cours de vie. Donc, il s'agit d'opérations là aussi relativement simples, même si le sous-jacent peut l'être un petit peu moins. Donc, des opérations qui vont aller viser un TRI cible de l'ordre de 14%. Sur des durées cibles qui seront difficilement inférieures à 2 ans et qui pourront s'étaler même sur 5-6 ans, dans la mesure où c'est des opérations qui peuvent parfois mettre un petit peu de temps à valoriser les actifs achetés. Je pense notamment à des opérations d'hôtellerie dans lesquelles on achète des murs et des fonds de commerce d'hôtels et dans lesquelles la plus-value à la sortie se réalise après des rénovations, après le repositionnement de la marque, après le redémarrage de l'activité parfois. Donc, ce genre d'opération s'étale sur un temps un petit peu plus long.
nous n'irons de toute façon que sur des typologies d'actifs qu'on comprend, qu'on maîtrise, sur lesquels il y a une dimension immobilière, ou en tout cas sur des actifs qu'on connaît bien et des localisations qu'on connaît bien. Donc, c'est la dernière brique qui devrait composer à peu près 25% de l'actif du FCPR. Alors, hop. En résumé... Alors oui, effectivement, on va pour résumer l'ensemble des points principaux du FCPR. Alors, l'objectif de gestion, donc pour la part A, donc, qui est une part à 25 000 €, est de 7%, net de frais de gestion et de fonctionnement. Au-delà de ce taux de 7%, effectivement, il y a ce qu'on appelle un revenu prioritaire qui a été mis en place, avec une répartition de 80% pour l'investisseur et 20% pour la société de gestion. Un certain nombre de partenaires, d'investisseurs m'ont fait remarquer à juste titre quand nous leur présentons une opération cible avec un TRI de 20%, nous demandaient pourquoi en fait on avait calé un objectif de performance à 7%. Alors il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que nous souhaitions en fait, c'est notre premier fonds d'investissement de type grand public. L'image de marque pour PPG est très importante et l'idée, notamment à travers la construction que nous avons pu avoir et nos échanges avec l'AMF, aujourd'hui la plupart des CPR, principalement des CPR d'ancienne génération, les CPR fiscaux, mais pas que, sont des véhicules qui en général ne restituent pas le capital ou toute partie du capital, en tout cas à l'issue de la durée initiale de placement pour l'investisseur. Et donc, l'objectif, en fait, était de se dire, voilà, bah, si on a des opérations qui sont débouclées, mais qu'il nous reste, par exemple, 12 mois, 15 mois avant de restituer l'argent, on préfère, en fait, ne pas réinvestir cet argent et le redonner, en tout cas, en temps et honneur aux investisseurs. Ça, c'est l'objectif cible. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, le TRI est fonction du temps qui s'écoule. De la même façon également, une opération qui se déboucle au bout de 15 mois, peut-être que le 15e mois et le jour qui suivra, on réinvestira cet même argent dans un autre projet. Mais en général, ça, c'est une mécanique qui arrive rarement. Donc, on peut toujours être amené à avoir du cash qui ne soit pas investi. Ce qui fait évidemment diminuer le TRI. Donc, pour en revenir à l'objectif de TRI, il a été construit de manière, je dirais, conservatrice et avec, en tout cas, cette double ambition, de restituer l'argent au terme des 6 ans aux investisseurs et, le cas échéant, évidemment, et c'est ce qu'on espère, c'est faire mieux que ce TRI cible de 7%, à la fois pour les investisseurs, mais également pour la société de gestion. Je me permets juste de rappeler un dernier point aussi, c'est que les qualités fiscales du véhicule sont telles qu'une sélection assez précise et même assez contraignante devrait être opérée sur chaque investissement. Et donc ça renforce encore plus cette prudence dans l'optimisation des investissements à venir. Donc on sait qu'il va y avoir des périodes pendant lesquelles on aura du cash qui traversera. Et petit ennui technique, mais rien de grave. Donc, on sait que voilà, une partie du cash ne travaillera pas pendant certaines périodes parce qu'il faudra trouver la bonne cible au bon moment. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là que le TRI cible est plutôt de l'ordre de 7%. Mais là encore, c'est un objectif prudent qu'on a voulu indiquer. Voilà. Alors, en fait, l'indicateur de risque, nous sommes dans 7 sur 7. Je ne vais pas revenir spécifiquement sur les risques qui sont décrits dans le cas du règlement. En tout cas, un investisseur en fait ne peut pas être engagé sur un montant supérieur. En fait, il n'y a pas d'appel de marge, ne peut pas être engagé sur un montant supérieur à son montant initialement investi. Donc, il ne peut pas perdre en tout cas plus que le montant initialement investi. Nous sommes sur une durée de blocage de 6 ans minimum, avec cette possibilité de prorogation de 2 fois 1 an, même si encore une fois, c'est absolument pas l'esprit de ce fonds. La liquidité, donc il n'y a pas de rachat possible sauf décès, invalidité du souscripteur. En tout cas, dans le cas d'un décès, ce sera effectivement cette possibilité pour les héritiers de récupérer l'argent.
termes de fiscalité pour les personnes physiques, donc on est hors champ de l'impôt sur la fortune immobilière. Les investisseurs personnes physiques vont donc bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu hors prélèvements sociaux. Pour les personnes morales, effectivement, ça sera un taux d'impôt sur les sociétés réduit. Alors, on a mis effectivement entre 0 à 15%, puisque tout dépendra du débouclage des actifs ou des participations elles-mêmes. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un fonds qui permet aux investisseurs, aux chefs d'entreprise de réemployer une partie des sommes issues dans le cadre de plus-value de cession d'entreprise. Concernant les montants minimums de souscription, donc c'est 25 000 € pour la part A, 100 000 € pour la part B, et une part I, dite institutionnelle, ou en tout cas ce qu'on appelle une clean share également, à partir de 500 000 €, donc avec des frais de gestion réduits. Les frais, ce qu'on appelle les frais de gestion, ont été établis un petit peu comme on le fait dans toute la gamme de fonds PPG. Donc on est, je dirais, dans une moyenne basse en termes de frais de gestion, avec sur les parts A et sur les parts B, en tout cas, des niveaux de rétrocession pour nos partenaires qui seront identiques. Une commission d'entrée qui est de 5% maximum. Donc là aussi également, on laisse cette commission d'entrée à la main en fait de nos partenaires. Et une prime de souscription qui commencera à courir à partir du 1er avril 2023 et qui sera de 1,75% par trimestre, qui sera cumulable par trimestre. J'ajoute aujourd'hui que la commercialisation donc, a commencé depuis quelques semaines. Nous étions partis sur une ambition je dirais, assez modeste, puisque compte tenu de la proximité de la fin d'année, sur une enveloppe de 4 millions d'euros, aujourd'hui, cette enveloppe est déjà bien entamée. Pour autant, il reste de la place pour ceux qui souhaitent y rentrer avant le 31 décembre. J'ajoute enfin que Pierre Premier Gestion tient à disposition en fait, ses partenaires et les investisseurs une plateforme de dématérialisation des souscriptions et souscriptions qui peuvent être elles-mêmes réglées soit par des virements bancaires, soit par des prélèvements, des prélèvements SEPA. On est à l'écoute de vos questions, évidemment, si vous en avez. Et puis, je vais peut-être, moi, me faire une question-réponse. En fait, finalement, juste pour que tout le monde ait en tête que ce produit a d'abord été conçu, en fait, dans le cadre du respect du quota fiscal. Donc, ça veut dire avec des opérations de type commercial et plus particulièrement marchand de biens à plus de 51% de l'actif du fonds. Et effectivement, on a essayé de créer un petit peu un produit, je dirais, parfait. Et donc, c'est ensuite que nous avons décidé de rendre ce fonds éligible aux 150 OBTR, avec un certain nombre de contraintes supplémentaires dans le cadre du montage des SPV sous-jacents du fonds, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on n'a pas construit un fonds dans des objectifs fiscaux, mais vraiment dans des fonds, comme on le fait chez Pierre Premier Gestion, qui visent d'abord, entre guillemets, la qualité de l'investissement avant d'éventuelles vertus fiscales, même si évidemment on a bien conscience qu'en tant qu'investisseurs nous-mêmes, elles sont importantes pour les investisseurs. Alors, vous avez en bas à droite une petite icône pour saisir des questions, si vous le souhaitez. Puis évidemment, on se tient à votre disposition s'il y a quoi que ce soit après la conférence. Et je crois que c'est important de préciser aussi que cette petite vidéo, malgré les petits soucis techniques qu'on a eus, elle sera enregistrée et donc vous pourrez bien sûr y revenir après si c'est nécessaire. Alors, on voit effectivement une question qui est relative aux garanties
hypothèque, fiducie. Alors non, effectivement, nous n'avons pas parlé de ce point-là de manière spécifique. Chacun des dossiers sera réalisé vraiment de manière ad hoc. Il n'y aura pas nécessairement d'hypothèque, puisqu'on sera, enfin, si on souscrit à de la dette bancaire, il est probable que l'hypothèque bénéficie aux banquiers. Pour ce qui nous concerne, nous sommes dans un véhicule dont la philosophie est quand même d'être en capital investissement, et donc sans recours sur les actifs, on sera dans la plupart des cas actionnaire des sociétés de projet, que ce soit des SAS ou des SSCV. Donc, on n'aura pas de sûreté réelle, a priori, sur les actifs, s'il y en a, mais on en sera propriétaire, ou en tout cas actionnaire. Et donc, c'est ce qui explique aussi les hypothèses de rentabilité des projets. Donc, a priori, pas de garantie certaine. Dans certains cas, on essaiera d'avoir des garanties sous forme de caution personnelle des dirigeants des sociétés dans lesquelles on investit. Le cas peut se présenter. Voilà comment on compte faire. On va peut-être ajouter que sur la partie du portage foncier, finalement, les garanties, finalement, ce qu'on essaye de voir, c'est la sortie en fait des lots, quand on parle de monument historique de Malraux. Donc ça suppose d'avoir un programme avec des lots en sortie qui ait une cohérence économique par rapport à leur marché local, une cohérence fiscale. Par exemple, quand vous avez des produits avec 50%, un ratio 50% foncier et 50% travaux, ça peut les rendre attractifs. Tout dépend du prix d'achat, évidemment. Donc, la question, en fait, à chaque fois, ça va vraiment être dans la sélection à la fois des partenaires avec lesquels on va travailler, leur niveau d'expertise, d'expérience, le niveau de fonds propres également qu'ils vont mettre dans les projets. Donc, à titre d'exemple, sur des projets de type portage foncier, par exemple, le niveau des fonds propres qui est mis par l'opérateur est assez conséquent. Alors, quand je dis assez conséquent, c'est un peu vague, c'est volontaire, mais ce que ça veut quand même dire, c'est que c'est à minima 30% de fonds propres. Voilà, donc on souhaite à chaque fois un niveau d'implication financier qui soit significatif et qui soit à la hauteur des enjeux. Les opérations, par exemple, également, c'est juste pour parler également des niveaux de risque, les opérations sur du résidentiel. On le voit d'ailleurs très bien à travers un de nos véhicules d'investissement. Quand vous faites de la réhabilitation, appelons-le comme ça, sur des immeubles de centre-ville qui sont déjà à destination d'habitation et que vous restez sur l'habitation, le niveau de risque est quand même jugé comme étant plus faible que quand vous commencez à vouloir, par exemple, faire de la surélévation d'immeubles, ou même si vous avez des pouvoirs publics qui semblent vous y encourager, vous pouvez avoir différents recours des voisins, etc., etc. Donc, tout notre travail sera aussi dans la sélection à la fois de ces partenaires et de ces projets. Et évidemment, nous essaierons de prendre des garanties qui soient cohérentes par rapport au projet visé. Donc, de toute façon, ce que l'on fera, c'est qu'au fur et à mesure, comme on le fait sur la SPCI, comme on le fait dans nos fonds, au fur et à mesure des opérations, on communiquera à nos partenaires les opérations qui sont visées, les opérations qui sont en cours, de façon à illustrer à la fois c'est finalement le deal flow. Et puis, il y a un point important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que les frais de gestion sont pour partie calculés sur le montant investi, ce qui suppose que pour que la société de gestion se rémunère, il faut évidemment qu'elle sélectionne et qu'elle trouve des projets qui soient cohérents par rapport à l'objectif du fonds. Voilà, écoutez, on espère en tout cas avoir été les plus clairs possibles. Nous sommes évidemment à votre disposition pour développer ces différents points avec vous.
Et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'espère que ce sera l'occasion d'entamer une collaboration et de vous parler également de nos autres fonds d'investissement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Très bonne journée.